Bonjour, aujourd'hui on va parler de la diététique de Ziké dans son aventure, Oro. Donc, le plat national au Costa Rica était le cansado. Banane plantain, si je ne me trompe guère, et un morceau de porc et des frioles, des haricots. Au-delà de ça, euh, il est arrivé sans sou au Costa Rica, quasiment sans sou, avec sa compagne. L'homme faisait 1,90 m pour à peu de choses près, pardon, faisait 90 kilos pour à peu de choses près 1,83 m ou 82-83. Et donc les premiers temps, il va glaner des informations dans un bar. Le gérant lui propose de lui propose donc de lui faire crédit, compte tenu du fait qu'il est arrivé sans sou et que c'est ce qu'il pratiquait. Le nom du gérant, c'était Brett. Et au-delà de ça, il a trouvé un petit pied-à-terre chez un certain Saltarana. Il a tellement pris ses aises qu'il a, entre guillemets, fait en sorte d'être à l'aise chez Saltarana qu'il avait laissé, bref, qui lui a laissé l'endroit le temps qu'il aille faire ses courses. Il mangeait des œufs de tortue. Donc, à la suite de ça, il faut comprendre cette chose qui est symptomatique de Ziki. Quand il part à l'aventure, quand il trouve l'aventure, il ne comprend pas forcément comment dire, il ne comprend pas forcément, mais il sait où il va se réaliser. Compte tenu du fait que c'était un adepte des endroits où la loi n'a pas cours, et là où il aurait pu mettre ses règles, dès qu'on lui a indiqué l'endroit où il aurait pu mettre sa loi, il a su où se diriger. Il ne connaissait pas, mais il y est allé. Résultat, il est allé donc plus ou moins pieds nus, quasiment sans, quasiment avec pas grand chose à manger, mis à part comment dire, sa petite réserve de hashish pour tenir la route jusqu'à chez Miguel. Et donc là, il tombe chez Miguel et Miguel, dans le camp dans lequel il était, son camp était très très bien achalandé. Miguel faisait en sorte qu'il y ait en moyenne 3 repas dans la journée. Et Miguel travaillait quasiment toute la sainte journée, mis à part qu'il s'arrêtait la nuit tombée. Et, euh, et donc, bonne nourriture, variée, de qualité, mais voilà, à un moment donné, il a quitté Miguel pour aller voir, pour travailler avec Gâteau. Et là, avec Gâteau, c'était encore mieux. Il s'avère que Gâteau arrivait à varier la nourriture et à faire de la nourriture extrêmement qualitative. Là, toujours 3 repas. Mais le problème qu'il a eu à ce moment-là, c'est qu'il a été atteint de dysenterie et de malaria. Et il a commencé à perdre ses fluides et en quittant le camp. Chose à savoir, c'est qu'il a pu retourner en ville. Il a pu être hospitalisé. En l'espace de 5 semaines, il avait perdu 28 kilos. De 90 kilos, il était passé donc à 52 kilos. De la folie. Ah, pardonnez-moi. 68 kilos. 60, oui. 60, oui. 62 kilos. 62 kilos en 5 semaines. Voilà. Et la possibilité, entre guillemets, la raison pour laquelle il a réussi à retourner à la civilisation en ayant perdu autant, c'est qu'il était dans la came. La came lui a permis de tenir. Quand on vide autant de fluide, on ne peut pas tenir debout. Nerveusement, c'est pas possible de tenir. Et la seule façon pour pouvoir tenir, ce n'est que mon avis du moment, c'est que la came était omniprésente. Il était addict. Résultat, son addiction était telle que, hospitalisé, alité, ne pouvant garder sa nourriture, pour pouvoir dormir, il a fallu qu'on l'assomme à coups de somnifères.
De mémoire, il a dû rester, je crois, 2 semaines dans l'hôpital, entre 1 à 2 semaines. Il lui a fallu facilement une dizaine de jours avant de commencer à reprendre du poil de la bête. Mais il trouvait le moyen d'être agressif. Et donc, il faut comprendre que je vous parle de ça, avec raison. Il a eu ce qu'on appelle donc une composition corporelle qui a été complètement différente. Quand vous faites 90 kilos et qu'en l'espace de 5 semaines, vous passez à 62 kilos, votre composition corporelle n'est plus la même. À 90 kilos, il est bien. Il faut savoir que l'homme, ça faisait des années qu'il traînait la malaria. Mais il arrive à tenir, grâce à la came. Quand il sort de l'hôpital, il sort de l'hôpital avec un mal de crâne. Et pour vous dire, il avait réussi à amasser un petit pécule en travaillant avec gâteau. Et il a voulu continuer sa convalescence dans une ville. Il avait un mal de crâne qu'il tenait. Et résultat, hôtel de luxe, super bon resto avec sa compagne. Chose à savoir, que je vous ai déjà dit, l'homme ne thésaurise pas. Donc comme il ne thésaurise pas, quand il a les moyens d'utiliser le pognon, il l'utilise. Et de par sa présentation et la représentation qu'il donne, un Européen installé sur place avait envie de lui céder son nightclub. Il a refusé. Donc il faut comprendre que malgré le fait qu'il soit en convalescence, qu'il aurait pu sur place reprendre du poil de la bête en gérant donc une boîte de nuit, il a refusé pour pouvoir aller recrapahuter dans la jungle. Mais avant cela, une arnaque s'est présentée. Il a pu faire, quoi qu'une arnaque, une possibilité de se renflouer financièrement s'est présentée. Il a réussi, il s'est renfloué financièrement et il a pu repartir de plus belle. Cet homme provoque la chance. Comprenez que quand vous sortez de la jungle après avoir perdu autant de poids et que vous reprenez du poil de la bête, on essaie normalement, quand on n'est pas dans un état second, de se remettre pour repartir de plus belle. Non, non. L'esprit prenait chaque fois le pas sur le corps, qu'il soit à son avantage ou pas. Donc, à partir de là, euh, il fait donc la connaissance donc d'un pied noir et d'un basque. Ces deux jeunes gens peuvent vivre l'aventure. Mais, compte tenu du fait qu'au niveau cérébral, il avait un mal de crâne qui est tout à fait normal, car je dirais que, compte tenu du fait qu'il avait perdu énormément de poids, 28 kilos en 5 semaines, au niveau du cerveau, ça a du mal à se remettre. Beaucoup de mal. Ce qui fait qu'il il a eu un mal de crâne carabiné. Et il a pris ces deux jeunes gens avec lui. Résultat, il a monté une pulperia, une épicerie pour chercheurs d'or. Il a repris du poil de la bête et compte tenu du fait que c'était un adepte de la cocaïne et de la marijuana, ça lui a permis de tenir. Il faut comprendre que la marijuana est en mesure, la Marie-Jeanne de l'époque, qu'on appelle la Marie-Jeanne pardon, du Costa Rica, vous permet d'être dans un état second. Donc, il y a l'homme que vous êtes et, si je puis dire, ce que vous êtes, le dédoublement de personnalité, l'état second dans lequel il était, fait qu'il a pu chapeauter cette équipe. Et avec des va-et-vient incessants. Et pour vous dire, durant cette période, il a réussi à avoir l'équivalent de 4000, d'acheter 4 km² de terrain. Il s'est remis. Et donc, compte tenu du fait qu'il avait réussi, grâce à cette pulperia, à faire de l'argent en conséquence, de par le fait que les chercheurs d'or achetaient les produits
de la pulperia en or, il s'est retrouvé avec un beau pactole. Donc il ne se privait de rien. Donc quand on ne se prive de rien, comme c'est son cas, bonne nourriture, à foison. Comprenez que dans les années 80, les pesticides au Costa Rica n'étaient pas encore monnaie courante. Il y avait une dévaluation économique de 700%. Donc, l'industrie agroalimentaire n'était pas, on n'avait pas encore pris, comment dire, place dans le pays. Et comme les gens se contentaient des plats nationaux, frijoles, bananes et pois, et un morceau de porc, ça laisse subodorer que les gens mangeaient ce qu'il y avait sur place, où l'importation était moindre. Et là, ce type-là, compte tenu du fait qu'il vivait constamment dans le confort et la flambe, bon vin, quoique à ce moment-là, c'était plutôt bonne nourriture quand il avait l'occasion, et, euh, et donc cannabis et cocaïne à chaque fois. Donc là, il s'était bien remis. Donc à la suite de ça, vous vous retrouvez, bref, il se retrouve donc malencontreusement en géole à cause d'une erreur d'un de ses partenaires. Il en sort, il a toujours du pognon, mais malheureusement il a dû donner une grande partie de son pognon pour libérer un de ses comparses, Dave. Et là maintenant j'en reviens. Alors là maintenant je passe. Vous avez une autre aventure qu'il va vivre dans le parc de Corcovado. Un mineur lui propose un terrain, il y va. Et là, rebelote. Dysenterie malariale le reprennent. Il est très faible, mais il se bat vaille que vaille. Et son besoin d'aventure, son besoin d'action est tel qu'il arrive à faire fi momentanément. La raison en est simple, la came le faisait tenir debout. Pour reprendre une de ses phrases, plus rien à manger, rien à faire, plus rien à fumer, c'est pas possible. Donc nerveusement, la came qui était un coupe-fin et qui était, si je puis dire, un moteur par rapport à, comment dire, qui était un moteur pour lui parce que ça le faisait bouger. L'addiction le faisait réagir, lui permettait de mener au bout, enfin, d'aller au terme de ses aventures. Parce que si vous voulez, il avait son énergie qui était propre, mais il y avait la came qui, si je puis dire, poussait derrière. Donc voilà. Et il se retrouve donc emprisonné à un moment donné, mais il réussit à en sortir encore une fois. À la suite de ça, séparation d'avec Diane. Et de là, il trouve un autre comparse avec qui, Nicolas, avec qui, entre guillemets, bouger dans le Costa Rica, son but bien précis. Et euh, sachez que... ah oui, j'avais oublié, avant cet épisode, pour faire plaisir à Diane, avant qu'il ne la quitte, il lui a offert la possibilité d'être dans une maison luxueuse, d'être dans un coin extrêmement agréable où il pouvait manger quasiment à foison du bon poisson, du bon pain et des fruits frais et des légumes. Il a pu reprendre du poil de la bête, il s'est remis physiquement, il s'est requinqué physiquement, mais l'aventure l'a toujours repris et il a toujours cherché un moyen d'explorer et d'exploiter de l'or. Donc, séparation d'avec Diane, il rencontre Nicolas. Et de là, une arnaque se présente qui lui permet de se renflouer financièrement. Chose à savoir, il était tellement dans la came que pour les besoins de cette arnaque, il s'est fait passer pour un alcoolique. L'homme a vidé l'équivalent d'une bouteille de whisky comme si de rien n'était devant les gens qui lui faisaient face, quasiment sans manger. À quoi que un poulet et des frites
qu'il a mangé entièrement, soit dit en passant. Au-delà de ça, la cam lui permettait de tenir, était un excellent coupe-faim, mais qui ne l'empêchait pas de manger, comment dire? En tout cas, son état de défoncé ne lui empêchait pas, si je puis dire, de manger. Mais ça l'empêchait de ressentir la fatigue et, si je puis dire, de ressentir les pressions environnantes. Et là donc, suite à ce renflouement financier, il a décidé de retourner dans la péninsule d'Oza. Et là, il trouve le moyen donc avec 30 voyous, de créer son propre camp et de faire en sorte que ce camp retranché soit l'équivalent d'une petite ville. Il a fait en sorte d'amener une cuisinière, de la nourriture à foison, pour que les hommes et lui-même puissent manger 5 fois par jour. Viande et légumes. Résultat, quand vous mangez 5 fois par jour et que vous faites un travail qui va de mémoire 6 heures du matin jusqu'à les premiers temps, 17 heures, voire 17 heures de 5 heures du matin jusqu'à 17 heures, jusqu'au coucher du soleil, et à la suite de ça, quand il fait monter un groupe électrogène, ça passe donc de 6 heures du matin à minuit. Vous vous retrouvez avec un type qui amène la foison de la nourriture pour pouvoir tenir debout. Mais malheureusement, un début de crise de malaria a failli le prendre. Il a réussi plus ou moins à calmer les symptômes grâce à la cuisinière qui lui a fait des massages pour, entre guillemets, faire en sorte que, si je puis dire, de masser les fascias. Car sachez que dans ce camp, malencontreusement, il n'avait même pas d'alcool, si je puis dire, même pas d'aspirine pour les mal de tête. Donc, il a réussi ce tour de force. Mais pour en revenir à la nourriture de cet homme, à cette façon de manger, il faut comprendre que physiologiquement, compte tenu du fait qu'il était que sa composition corporelle change énormément de par la malaria. Quand on se vide de ses fluides, on n'arrive quasiment rien à retenir, donc c'est un petit peu dur de tenir debout. Et la cam faisait la différence. La nourriture lui a fait certes du bien, mais en tout cas, quand il allait bien, la nourriture lui faisait du bien. Mais comprenez que je vous parle de la nourriture pour une raison très importante. Compte tenu du fait de son état physique dû à la malaria, aux oscillations, il se rendait compte qu'il ne pouvait pas travailler. Il n'était pas fait pour souffrir, si je puis dire, physiquement, malgré tout ce qu'il a pu faire dans l'aventure. C'est pour ça que son logiciel d'exploiteur s'est développé d'autant plus. Certes, son enfance de voyou l'a aidé à être comme cela, mais son logiciel d'exploiteur et sa maladie, et la malaria, ont accentué ce logiciel d'exploiteur. Donc quand physiquement vous êtes amoindri à cause de la maladie, et que vous vous rendez compte que c'est grâce à la cam que vous avez cette vigilance, vous vous rendez compte que ça change votre perception des choses. Vous n'êtes plus le même homme. Car toute une journée, et voire quasiment aussi toute une nuit, car monsieur aussi prenait de la cam pour, entre guillemets, s'envoyer en l'air avec la compagne qu'il avait dans le camp, fait que vous êtes avec un homme qui, physiologiquement, était complètement, comment dire, était dans un état second. Il comptait plus sur son esprit, si je puis dire, que sur son physique. Son physique était présent, mais si je puis dire, la réactivité physique n'était pas bonne. De par le fait que quand de 6 heures à minuit, voire un petit peu plus, puisqu'il s'envoyait en l'air avec sa compagne du moment, vous ne pouvez pas être, si je puis dire, au max de vos moyens. C'est optimal, mais non maximal. C'est pas possible. Et donc, cette surcompensation dans laquelle il était dangereuse, mais nécessaire pour, entre guillemets, mener à son terme son aventure. D'où le fait que la composition corporelle de cet homme changeait, de par le fait qu'il était bourré de coke, entre autres, et que pour se détendre, il fume et le pète. Il
il était, si je puis dire, je ne dirais pas dense, mais limite. Car, ces oscillations faisaient qu'il était, comment dire? En déplétion et en réplétion glycogénique. Qu'entends-je par cela? Une déplétion glycogénique. Vous videz la matière énergétique qu'il y a dans le muscle. Mais dans son cas, lui, c'est qu'il vidait la matière énergétique qu'il y a dans le muscle et en plus, il vidait l'eau, à cause de la malaria. Et quand il reprenait du poids, si je puis dire, il redevenait d'autant plus dense. Et donc le corps faisait ces espèces de yo-yo de temps à autre. Donc il gagnait en densité, je pense, quasiment à chaque fois. Mais j'en reviens à sa prise de substance qui faisait la différence. Sans la prise de coke, sans la prise de substance, c'était impossible. Le côté omniprésent, le côté linéaire de l'énergie qu'il lui fallait pour être vigilant, pour surveiller les mecs, aurait été infaisable. Donc, physiologiquement, sa diète l'a aidé, entre guillemets, de par le fait qu'il ne se refusait rien. Donc, ne se refusant rien, ne se refusant pas les bons plats, la bonne nourriture, il pouvait tenir le choc. Si à l'époque il n'y avait pas d'aliments transformés comme il y a actuellement. Donc, il a réussi ce tour de force, car à l'époque, les produits n'étaient pas transformés. Et donc, il bénéficiait pleinement d'une nourriture de qualité, car le confort et la flambe étaient son mot d'ordre. Et il ne thésaurisait pas pour être au mieux dans l'aventure, donc toujours le meilleur, pour être dans le succès et le grandiose. Voilà mon avis sur la diététique de Ziki. Au revoir et à bientôt.